Bon vendredi à tous, mesdames, messieurs. Nous sommes justement à le dernier jour de la semaine et c'est la dernière édition de la revue des Grandes Unes avec la presse qui est disponible en kiosque ce matin. Vous aurez l'occasion de parcourir les tabloïds et lire ce que la presse nous propose. Justement, le messager de ce matin parle de Sambaka. L'UDC et moi, c'est fini. C'est le grand titre proposé par le tabloïd. Le journal fait savoir que dépité par les dévouements observés au sein du parti avec en prime, le hold-up orchestré par l'épouse de feu Ndamdjeya, l'ex-premier vice-président, claque la porte finalement. C'est ce que le journal nous propose en page 4 ce matin. Le journal parle également de l'hôpital à Kintini avec l'Assemblée générale de tous les espoirs contenue en page 7. Et on parle de Charles Tanganamanda. Je n'ai pas été châtié par le président national alors que le chef traditionnel du 3e degré a reçu un blâme. Sa base lui manifeste plutôt tout son soutien. C'est ce qu'on découvre en page 3 du journal. Le messager disponible en kiosque ce matin. Le journal du Sahel parle de dénouement. Paul Biya ordonne un plan de reconstruction de l'extrême nord. C'est ce qu'on découvre en page 3. Le journal s'intéresse également à la Damawa. Guerre de succession dans les chefferies traditionnelles de l'Anvina. C'est ce qu'on découvre dans le dossier proposé par le tabloïd de la page 6 à la page 7. Le journal s'intéresse également à autre chose avec le nord, pratiquement, où les animaux se meurent aux eaux de Garoua. C'est ce que le journal propose en page 12 de ce jour. Alors, le journal Émergence, pour sa part, parle de résolution du Sénat américain. Paul Biya va-t-il enfin plier sur la crise anglophone? C'est une question, mais le journal précise que les internationalistes croisent d'ailleurs le verbe dans le dossier à lire de la page 3 à la page 4 ce matin. Le même journal parle aussi de discipline dans le RDPC. 89 militants sanctionnés. Le verdict est tombé le 9 septembre dernier. C'est l'actualité à découvrir également dans le journal. Émergence ce matin. Le Popoli parle bien entendu de sanctions au sein du RDPC avec la copie à coquille du président. C'est le journal qui le dit également. Le journal s'intéresse également à Bamenda Clean. Intense combat dans la ville. Le journal Le Popoli est en kiosque ce matin également avec d'autres informations aussi. Mutation pour sa part. Parle de filière avicole. Ça bat de l'aile. C'est le titre proposé par le journal. Simplement pour dire que la filière aujourd'hui connaît beaucoup de difficultés. Donc à cause de la pandémie du coronavirus, ce secteur d'activité enregistre d'ailleurs d'énormes pertes. C'est le dossier proposé par le journal. Le prix du poulet reste instable et une pénurie donc en fin d'année n'est pas exclu. C'est ce que le journal propose dans le dossier ce matin de la page 7 à la page 9. Le même journal parle également de Bamenda Clean. Le gouverneur remobilise les troupes et en même temps, on peut parler aussi, après sa démission du RDPC, Roméo Dika crache le feu. C'est le journal qui le dit en page 11 du journal des mutations ce matin, disponible en kiosque aussi, tout comme le journal Le Jour qui parle de déclarations avec les proverbes d'Atangandi. Le journal fait savoir qu'au cours de ces différentes sorties autour surtout dans un contexte un peu tendu, le ministre de l'administration territoriale s'est donc illustré par un style particulier. Il trouve toujours à sortir avec un zeste d'humour à travers notamment ces multiples proverbes. C'est ce que le journal propose également, qui a rassemblé d'ailleurs ces différents proverbes donc contenus dans le numéro de ce matin. Le journal s'intéresse aussi à l'économie, parlant du Cameroun qui importe 70 000 tonnes d'huile de palme en 2020. C'est l'autre sujet que je vous invite à lire dans le même journal, le quotidien Le Jour de ce jour. Alors le journal indépendant parle des régionales avec notamment la bataille du Fundi. Le journal précise que réunis autour d'une assise secrète, donc le 31 juillet 2020, au domicile de Philippe Mbargamboa, les lutins ou alors des lutins de la division ont d'ailleurs scellé un pacte machiavélique programmant donc la mort politique du patron du RDPC dans le département siège des institutions républicaines, donc Yaoundé Sali en page 3 du journal. Le journal L'Indépendant de ce matin. Cameroun Tribune parle donc de statut spécial du nord-ouest et du sud-ouest, le tournant des régionales, c'est ce que le journal propose également ce matin, tout en rappelant quand même que les exclus ou alors les élus donc, du 6 décembre prochain dans ces deux régions, en plus donc de constituer le conseil exécutif régional, siégeront donc respectivement dans les deux chambres des assemblées locales. C'est le journal qui propose également ce matin cette actualité. Et le journal L'économie donc s'intéresse parle de décennie 2020-2030. Le Cameroun définit donc sa stratégie de développement du secteur rural. C'est à lire en page 2 du journal L'économie de ce matin.
matin. L'économie a également d'autres actualités que je vous invite à parcourir si vous faites un tour en kiosque ce dernier jour de la semaine. Nous sommes vendredi. Georges Semé, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour à M. Novo, bonjour au doyen Kaminele. Je salue chaleureusement tous les téléspectateurs de ce plateau, surtout ceux de l'Obé sous carrière où cette émission est très suivie. Voilà, merci. Bonjour à vous, les habitants de l'Obé sous carrière. Bonjour Kaminele. Flavien Valonongo, bonjour. Georges Semé, bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision qui veulent être faits de l'information, mais je ne dis pas bonjour à tous les mordus de Facebook qui passent le temps enfermés dans leur petit monde, qui passent le temps à insulter tous ceux qui ne sont pas d'accord avec, qui ne pensent pas comme eux. Et c'est malheureux. Et ils passent toute la journée sur Facebook à insulter les gens, mais seulement ils sont incapables d'apporter la moindre idée constructive. Ils vivent dans leur petit microcosme et c'est malheureux. Et voilà. Donc, alors, merci d'être là ce vendredi. Avec vous, nous allons faire le tour des quelques sujets proposés par les tabloïds ce matin. Le Messager parle notamment de Sambaka, l'UDC et moi, c'est fini. C'est le titre proposé par le journal. Mais il fallait s'y attendre. Il fallait s'y attendre. Ceux qui ont côtoyé Sambaka après la mort du président Amadou Namdjoya et surtout qui ont été informés de sa frustration à cause de la manière par laquelle les choses ont été menées, notamment la désignation de son épouse pratiquement en huis clos, sans le moindre respect des textes. À ce moment-là, Sambaka avait dit que par respect pour la mémoire du docteur Amadou Namdjoya, qui avait beaucoup d'estime pour lui et pour lequel il continue à avoir beaucoup d'estime, il ne partira pas, du moins pas tout de suite, mais il n'est pas certain de rester parce qu'avec un parti politique qui est incapable de respecter ses propres textes, ça veut dire qu'il est bien stipulé dans les textes de l'UDC qu'en cas de vacances à la présidence du pouvoir, et en attendant une assemblée générale, c'est le premier vice-président qui devrait assurer les choses. Or, malheureusement, les choses ne sont pas passées comme telles et il en est revenu frustré, mais il n'a rien dit. Il s'est juste confié à quelques amis. Et on sentait bien que ça ne marcherait pas, puisque de l'autre côté, Madame Namdjoya n'a pas fait beaucoup d'efforts pour le rassurer, ni publiquement, ni de manière intime, pour le rassurer, peut-être lui faire comprendre que les choses allaient s'arranger. Donc, il fallait s'attendre à cela. Bon, là, maintenant, il a décidé, il a franchi le Rubicon, et aujourd'hui, il a démissionné. Voilà, le journal Le Messager rappelle quand même que dans ce contexte, la nouvelle présidente a rappelé il y a quelques mois, que le parti était un parti départemental. Écoutez, la démission de Sambaka, c'était la grosse information politique de la journée d'hier. Sambaka, ce n'est quand même pas n'importe qui. Il a passé 30 ans au sein de l'UDC, il en est, jusqu'à hier, il était encore le premier vice-président. Et l'UDC aussi, c'est un grand parti politique qui a des députés, des conseillers municipaux. Donc je crois que c'était une grosse information. La démission de Sambaka, effectivement, fait le tour des réseaux sociaux juste parce que c'est vrai qu'il y avait des signes précurseurs, mais on ne s'attendait pas à ce que ça vienne tout de suite. Et ça nous permet de conclure que l'existence de l'ancien du défunt président de ce parti, Adamou Namdjoya, était le socle de stabilité de ce parti. Je crois qu'il est mort en mars, c'était un 7 mars 2020, et directement après le 24 avril, il y a eu la tenue d'un bureau politique de l'UDC où Mme Tomaino Namdjoya a été, comme le disait le doyen, à huis clos désignée la nouvelle vice-présidente de ce parti. Les résolutions de ce parti sont allées effectivement à l'encontre même des statuts de ce parti qui prévoyaient que dans ce type de cas, c'est le premier vice-président qui succède au président. Mais ça n'a pas été le cas. Ça a été donc une grosse frustration pour M. Sambaka qui l'a montré, il a dévoilé, que ce soit publiquement ou à huis clos. Nous avons eu plusieurs conversations personnellement. J'ai eu des conversations avec lui où il a dévoilé sa frustration de voir que les statuts de ce parti ne sont pas respectés. Et coup de théâtre, presque attendu hier, il a décidé donc de convoquer une conférence de presse où il annonçait sa démission. Mais la question fondamentale... Donc c'était prévisible. C'était prévisible, effectivement. Voilà. Il y avait des indicateurs qui allaient dans ce sens. Mais la question fondamentale, maintenant, est de savoir dans quelle formation politique il va atterrir. Parce que je crois qu'il a encore l'appétit politique, il a encore à prouver sur le plan politique. Et on en est à se demander aujourd'hui, tout le monde en est à se demander si dans quel parti il va atterrir. Soit il va regagner la majorité présidentielle,
la formation principale est RDPC, soit un parti de la majorité présidentielle, ou alors il va rentrer dans l'opposition, soit radicale, ou alors l'opposition qui est dite modérée. Donc c'est la question essentielle sur laquelle nous cogitons actuellement. D'accord, alors donc c'est ce que les lecteurs vont découvrir dans le quotidien Le Messager de ce matin. Le Messager qui parle donc de Sambaka, l'UDC, moi, c'est fini, c'est le titre proposé par le journal, tout en rappelant que dépité par les dévouements observés au sein du parti avec en prime, le hold-up orchestré par l'épouse de Feu Ndamdjeya, l'ex-premier vice-président claque la porte finalement. C'est en page 4 de ce numéro. Alors le journal parle, il y a le journal Émergence ce matin qui parle bien entendu de résolution du Sénat américain. Paul Biya va-t-il enfin plier sur la crise anglophone? C'est une question. Oui, c'est la question traditionnelle que se posent nos confrères d'Émergence tous les vendredis. Et cette fois-ci, la question est d'autant plus intéressante qu'elle concerne l'actualité directe. Il y a eu une déclaration du Sénat américain qui est un Sénat républicain, comme vous le savez, qui s'interroge si, qui enjoint le président de la République à entamer des négociations avec les sécessionnistes de la crise anglophone, mais également de respecter les libertés et les droits fondamentaux dans l'expression démocratique. Je crois que c'est grosso modo ce que évoque la sortie des sénateurs. Donc nos confrères d'Émergence pensent que s'interroge si Paul Biya va enfin plier face à cette nouvelle sortie du Sénat américain, parce qu'il ne s'agit pas de la première. Il y a eu des ONG internationales qui ont effectué ce type de sortie. Le Sénat américain l'a fait, que ce soit sous les républicaines que sous une autre ère, mais je pense que c'est à M. Biya à lui-même de répondre à cette question. Ce que nous on a comme indicateur, nous, les observateurs et les journalistes, c'est qu'il y a eu des concessions qui ont été faites par le président de la République, des concessions administratives, des concessions pénales et même des concessions institutionnelles, parce qu'il y a eu un certain nombre d'institutions qui ont été mises sur pied. Donc la question d'Émergence sous-entend que on pourrait passer à une autre phase, celle du dialogue. Et la question du dialogue ne sonne pas bien dans l'oreille des tenants du pouvoir de Yaoundé, parce qu'ils estiment qu'en face, on n'a pas la légitimité pour entamer un certain dialogue. Donc cette question reste fondamentale et vu la sortie du Sénat américain, on a le droit de se demander si cette fois-ci, avec le contexte actuel, est-ce que le président de la République ne va pas plier face à la pression qui est exercée par les sécessionnistes, mais également face à la pression internationale qui est exercée du côté des Nations Unies, mais également du Sénat américain. D'accord. À côté de ces titres, Camille, et les titres d'émergence, bien entendu, il y a que des internationalistes croisent le verbe. Flavien Malonongo, il faudrait d'abord commencer par savoir que le Congrès américain, c'est la législature bicamérale du gouvernement fédéral et que cette institution est composée de 100 sénateurs et de 435 représentants. Donc je veux vous dire que ce que vous appelez le Congrès, c'est 535 personnes. Alors si une dizaine de personnes qui ont peut-être des accointances avec des Camerounais installés là-bas, sont allés présenter ce problème devant 535 personnes. Je ne sais pas si il faut appeler ça une goutte d'eau dans un seau. Mais moi, quand on voit un titre comme celui-là, le lecteur lambda peut se dire « Ah non, ça y est, le Congrès américain est fâché ». Non, c'est 10 congressistes, 10 sénateurs sur 100. Ça ne représente rien selon vous? Je dis 10 sénateurs sur 100 et dans une institution qui compte 535, qui donne des injonctions, propose des injonctions à adresser au gouvernement camerounais. Mais moi j'ai l'impression qu'il y a une sorte de démarche de mystification et de manipulation des populations. C'est vrai que les autorités américaines sont émues par le drame camerounais. Le drame camerounais qui n'est pas le premier du genre. Vous voyez toutes les guerres civiles qu'il y a eu en Afrique et qui perdurent en Afrique, toutes les zones gangrénés par le terrorisme et par des meurtrissures multiples. Mais quand vous voyez la réalité du problème du sud-ouest et du nord-ouest sur le terrain, quand vous voyez les assassinats, les meurtres abjects, sauvages, barbares, quand vous voyez maintenant en face la pauvre armée qui fait tout pour essayer de protéger les personnes et les biens, et vous vous dites qu'il y a 10 personnes qui s'assoient et qui disent que bon, nous on va porter cela devant le Congrès pour demander au peuple camerounais vraiment de demander de s'arranger avec le camp d'en face. Est-ce qu'il y a un camp d'en face? Je persiste toujours à dire que si par exemple tous ces opposants, tous les membres de l'Ambazonie qui sont réfugiés aux États-Unis s'étaient présentés, disaient que nous assumons ce qui se passe et nous sommes des personnes disposées à discuter avec
le gouvernement camerounais, on comprendrait. Mais personne n'assume. Est-ce qu'il y a un autre moyen de résoudre ce problème? Non, je dis, le premier moyen, c'est d'abord commencer par assurer la sécurité des personnes et des biens et l'intégrité du gouvernement du territoire camerounais. Et ça, c'est la première mission. Et dans cette mission, l'armée camerounaise a ce qu'on appelle la légitime violence. On ne peut pas dire qu'elle va rester à donner des bises à des gens qui sont en train de tuer des gens. Mais de l'autre côté, maintenant, quand ces dix congressistes disent que demandent aux autres non, arrêtez de tuer les gens, arrêtez de couper la tête aux gens et puis d'enlever et de kidnapper les gens et ceux que vous avez kidnappés et relaxer les. Non, mais attendez, il y a quelque chose d'un peu infantile dans ce genre de communication. C'est vrai qu'il y a des choses à faire. Et moi, je pense que le gouvernement camerounais pose un certain acte d'apaisement et d'appel à la cessation de barbarie. Le gouvernement camerounais a construit et mis en place des centres de réinsertion destinés à ramener sur le droit chemin les personnes qui étaient en train de tuer les gens dans les pousses. Il y en a beaucoup qui rentrent là-dedans. Il y en a même qui rentrent là-dedans et qui ressortent. Il y en a même qui rentrent là-dedans et qui se font tuer par leurs congénères d'hier. Alors vous appelez ça comment? C'est une guerre civile. Ce n'est pas une guerre conventionnelle entre l'armée et un camp d'en face. Parce que même, je dis toujours, même si surtout Ayoub Tabé, qui a pris l'initiative de monter une armée, lui-même ne peut plus rien contrôler sur le terrain aujourd'hui. Ni ceux qui sont aux États-Unis, tapis aux États-Unis, en Norvège et partout ailleurs. Il ne peut plus rien contrôler personne. Quand vous voyez ces jeunes qui sont abattus par l'armée tous les jours, avec plein de gris-gris partout, ils se mettent des tas d'amulettes, convaincus qu'aucune balle ne peut les tuer. Et ils meurent tous les jours. Et c'est pour ça qu'eux, ils pensent qu'ils peuvent tuer indéfiniment et impunément des personnes. Le problème est beaucoup plus complexe que cette caricature que on va nous présenter à travers des titres comme cela. Le gouvernement américain, c'est pas le gouvernement américain. C'est pas le Congrès américain. C'est 10 amis, certainement, des Tapa-Ivo et tout ça qui sont aux États-Unis. Le président américain lui-même n'est pas d'accord avec ce qui s'est passé. Vous savez, avec le président américain qui est aussi versatile, j'ai lu de ses communications l'autre jour où il était en train de dire que vraiment, quand Saddam Hussein était là, il n'y avait pas de terroristes. Quand Kadhafi était là, il n'y avait pas de terroristes. Aujourd'hui, qu'ils ne sont plus là, on ne contrôle plus rien du tout. Mais pourtant, c'est les États-Unis qui ont tué Kadhafi et Saddam Hussein. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à des galéjades de cette nature. Le problème du Cameroun est tellement sérieux qu'il faut plutôt que les Camerounais et les amis du Cameroun trouvent des solutions et surtout fassent preuve d'honnêteté. D'honnêteté. Vous comprenez? Alors, Georges Seme, pour vous relancer encore sur la question par rapport à ce thème, je voulais dire ce titre. On a l'impression que la question du dialogue est laguée, si je m'en tiens à ce que Camille dit, qu'il y a une autre piste de sortie. Non, c'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. Parce qu'il est question de dialogue en ce moment. Mais dialoguer avec qui? C'est la question qu'il pose. C'est la question que je pose. Exactement, vous l'avez relevé tout à l'heure, ça fait quand même 4 ans que cette guerre perdure et on est en train d'entrer dans la 5e année. Et jusqu'ici, il n'y a pas un semblant de dialogue qui a été entamé malgré toutes ces positions qui sont en faveur d'un dialogue. Mais je pense que pour revenir d'abord sur le cas de la sortie du Sénat américain, ces 10 amis, comme le dit Camille Neller, je crois qu'il ne faut pas négliger cet aspect parce qu'il s'agit d'un Sénat qui est républicain. Et vous savez que le gouvernement en place aux États-Unis, c'est un gouvernement républicain, même si Donald Trump peut être considéré comme un président qui ne tient pas toujours parole et qui est extrêmement versatile. Mais je pense qu'il s'agit quand même d'une position républicaine et derrière laquelle pourrait éventuellement s'aligner Donald Trump. Sur les négociations maintenant, ce n'est pas forcément qu'il faut entamer des négociations directes. Il peut toujours avoir un conciliateur entre les deux parties, au moins d'abord pour ouvrir des couloirs humanitaires, parce que il y a beaucoup de besoins en termes d'humanitaire. On peut, pourquoi pas s'adosser sur un interlocuteur neutre qui va concilier les deux parties afin d'ouvrir au moins des couloirs humanitaires. Et le dialogue, il n'est pas forcément direct. Il n'est pas forcément direct entre les deux parties et c'est ça qui pose la question, c'est ça qui remet sur la table la question de la légitimité des interlocuteurs, c'est-à-dire un État qui est souverain et des décisionnistes qui veulent la partition de cet État. Georges Seme, ça fait quand même 4 ans, je le rappelle encore, ça fait 4 ans que ça dure. Ça fait 4 ans que ça dure. Donc le dialogue n'est pas en fait une assise sur une table où on viendrait discuter par exemple de la sécession ou alors des conditions qui ont été posées sur la table par les sécessionnistes. Il peut avoir un début de dialogue, comme je disais, d'abord par l'ouverture des couloirs humanitaires. C'est toujours une entame de dialogue. Et progressivement, je crois qu'on a vu ça au Nigeria. Il y a eu une ouverture des couloirs humanitaires entre l'État du Nigeria et Boko Haram. Et il y avait au centre un interlocuteur neutre. Mais ça n'a pas arrêté le fait que l'armée continue de se déployer, de faire la guerre contre Boko Haram. C'est possible aussi au Cameroun. Et pourquoi pas copier l'exemple de la Colombie, où on avait des rebelles
extrêmement violent. Mais l'État colombien a Qui ont accepté. servi pendant combien de temps? Oui, pendant une trentaine, quarantaine d'années. Voilà. Mais l'État de la Colombie a quand même accepté d'aller sur la table de négociation avec. Donc le dialogue n'est pas impossible. Ils étaient identifiés, Josema. Ils étaient identifiés. C'est-à-dire que les FARC, on savait Je que crois que c'était s'il FARC. faut y aller, doyen, je crois que s'il faut y aller dans le sens du dialogue, on trouvera toujours la vitrine légale. C'est ce que l'on souhaite. Récessionniste. Ça ne clair. peut pas manquer. C'est Il y a clair. une vitrine légale et il y a une autre vitrine opérationnelle qui est sur le terrain, qui tue les gens, etc. etc. Donc, s'il y a une voie résolue pour un dialogue, je crois qu'il y aura toujours des interlocuteurs du côté sécessionniste qui viendront D'accord. prendre la tâche avec l'État. Alors, nous sortons du sujet, Camille. Oui, je voulais ajouter une dernière chose. Vous savez, quand on parle d'amorce de dialogue, il y a quelque temps, des bruits, les rumeurs ont couru que l'État du Cameroun chercherait à négocier avec Sissoko Ayoktabe. Et ce qui n'est peut-être pas vrai, ce qui n'était peut-être pas faux. Mais immédiatement, dès que cette rumeur a éclaté sur les premières pages du journal, Il a été désavoué. il a été désavoué d'abord par ceux de la diaspora qui disent que reste tranquille, on ne te connaît plus, d'ailleurs, n'est plus sur le terrain. Et ensuite, il était, et pendant ce temps, et ils disent que nous, notre problème, c'est l'indépendance de notre pays. Et pendant que le même Ayoub Tabé, lui, disait que non, de toute façon, si on veut discuter avec moi, c'est par rapport à la liberté de l'Ambazonie. Donc ça veut dire que dès le départ, le dialogue est tronqué, il est truqué. Et de deux. Maintenant, quand on regarde que, à cause de cette. Le gouvernement camerounais avait vraiment l'intention de faire ce dialogue, puisque quand on a interpellé le gouvernement camerounais, il a dit que ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. Ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose. Ça veut dire que le gouvernement a tenté quelque chose. Mais ça veut dire que dans sa tentative, immédiatement, il a compris qu'en face, ça ne peut pas marcher, parce que quand lui, il veut parler de paix, certainement, on commence à lui parler d'Ambazonie. Donc, vous voulez discuter sur la base de quoi, avec des paramètres comme cela? En tout cas, Émergence parle de résolution du Sénat américain. Paul Biya va-t-il enfin plier sur la crise anglophone? Ça reste une question avec des internationalistes qui croisent le verbe ce matin dans le dossier, la page 5 à la page 9. Vous aurez l'occasion de parcourir le sujet. Alors, autre chose, on parle notamment dans l'œil du ciel, on parle de dénouement avec Paul Biya qui ordonne un plan de reconstruction de l'extrême nord. Enfin. Ben enfin, mais de toute la manière, c'était prévu, parce qu'au moment où les élites de l'extrême nord avaient fait ce mémorandum qui est absolument pathétique, qui rendait compte de la situation extrêmement pitoyable de la région du Grand Nord, non seulement en proie à des inondations, non seulement coupé pratiquement du reste du pays, parce que, je vous l'ai dit, l'axe Maroua-Koussiri, qui ne fait que 335 km, on le couvre déjà en 12 heures. Ça veut dire que quelqu'un peut faire Douala, Paris, Douala. Vous quittez Maroua, quelqu'un prend l'avion, il va à Paris, il rentre à Douala, vous n'êtes pas encore arrivé à Koussiri. Donc, cette situation, maintenant, les affres de Boko Haram, non seulement Boko Haram, mais maintenant, auxquels sont venus s'ajouter des bandes armées. Parce que ce qui se passe, ce n'est plus seulement le Boko Haram. Boko Haram, c'est beaucoup plus du côté de la frontière vers le Mayo-Moskota, Mayo-Kanela, en bordure du Nigeria. Mais de l'autre côté, ce sont plutôt des bandes armées, des bandes de pillards qui arrivent dans les villages, qui font d'Arazia et qui s'en vont. Donc, l'extrême nord est dans une situation tellement pitoyable que les élites se sont émus et ont même écrit une lettre méchante, bon, en tout cas je ne dirais pas méchante, mais disons brutale, en disant que pendant que dans le nord, dans le sud-est, où on trouve des Camerounais qui ont pris des armes contre le Cameroun, nous, chez nous, nous n'avons pas, on n'a pas pris des armes contre le gouvernement, mais nous sommes plutôt attaqués par Boko Haram et par des bandits, et tout est détruit chez nous, les écoles, les rues. Donc, le camp a estimé que c'est le fin c'est un peu du suivisme, parce qu'il fallait peut-être parler du nord-ouest et du sud-ouest. Mais comment du suivisme? Donc vous voulez dire que leur demande n'était pas légitime avec ce qu'ils ont comme problème? Ils demandaient aussi la reconstruction, et cette reconstruction a été acceptée, puisque de toutes les manières, au commis de cet État a dit à la télévision il y a quelque temps que non, c'était effectivement dans l'intention du président de la République, mais il allait le programmer en temps voulu. Et il vient de le programmer. D'accord. Alors, Georges Sémier, c'est une bonne nouvelle pour l'extrême nord. Oui, c'est une... Qui va revoir ses installations remobilisées, réhabilitées en même temps. Ça peut être considéré comme une bonne nouvelle, mais je crois que c'est une nouvelle qui vient quand même assez tard, parce que ce n'est pas la première fois que l'extrême nord est victime des inondations ou alors d'autres calamités, graves calamités qu'on connaît. Et je crois que la décision du président de la République arrive à ce moment. Elle a une connotation économique et infrastructurelle, comme vous l'avez dit, parce que ça va permettre de refaire un tout petit peu le milieu infrastructurel et de relancer le tissu économique fragile
de cette localité, mais ça a également une connotation politique parce qu'il faut quand même savoir que la majorité de l'électorat du RDPC vient quand même de cette région et vu les retombées qu'elle reçoit, il y a un énorme procédant. Je crois que cet aspect politique est en faveur de ce que, effectivement, qu'il y ait un plan de reconstruction. Vous savez, c'est le mot qui est très à la mode ces derniers temps. Plan de reconstruction du nord-ouest, du sud-ouest, plan de relance de telle filière. Et aujourd'hui, on nous parle du plan de reconstruction de l'extrême nord. Mais maintenant, est-ce que ce sera un plan de reconstruction d'urgence? Parce qu'il y a effectivement urgence à l'extrême nord. En dehors de ça, est-ce que ce plan de reconstruction sera le contenant de ce plan de reconstruction sera à la mesure des attentes même des populations d'extrême nord, parce qu'il faut beaucoup d'argent, c'est un vaste territoire, il faut beaucoup d'argent pour reconstruire tout ce qui a reconstruit aujourd'hui. Donc c'est bien cette annonce, mais il faut également y mettre du contenu afin que on ne voit plus ces images spectaculaires que nous avons vues il y a eu quelques jours. D'accord, alors c'est l'Élu Sahel qui propose sur le sujet. Dénouement, Paul Biya ordonne un plan de reconstruction de l'extrême nord. C'est ce que vous aurez à lire en page 3. Et le quotidien Le Jour a consacré, en tout cas, une déclaration avec notamment les proverbes d'Atangandi. Vous vous souvenez, chaque fois qu'il a fait une sortie, soit il termine, soit c'est avant la fin de sa communication, il propose un proverbe. Il y en a beaucoup. Vous vous souvenez de cette citation dans laquelle il disait que si le président de l'UMRC continue sur la route de Je m'en fous, il va se retrouver au pays de Si je savais. Bon, après cela, il a parlé les abeilles. Celui qui porte les œufs ne va pas chercher la bagarre. Bon, et maintenant il parle de celui qui, s'il n'a pas les moyens de courir, qui n'aille pas. Bon, ce sont des boutades qui relèvent du simple bon sens. Du simple bon sens. Bon, moi, maintenant, ça c'est pour muscler, c'est pour illustrer sa communication, qui est une communication directe et qui est une communication qui, à Tangadia, lui, a sa propre manière de communiquer. Certains la trouvent brutale, d'autres la trouvent énergique, mais c'est sa façon à lui. Et moi, je pense que le jour, en ratissant le répertoire de toutes ces déclarations, il va certainement amuser énormément les lecteurs ce matin. Mais ce sont des choses qui ne sont pas inventées. C'est des choses que Paul Atangandi dit et qui ont fait rire beaucoup de gens. Mais c'est des boutades, mais sont sérieuses. Oui, et généralement, il commence avec beaucoup de sérieux et c'est vers la fin lorsqu'il a lâché ça, il sourit lui-même. Oui, c'est la une qui fait sourire ce matin parce que le journal Le Jour nous a souvent habitués à des unes extrêmement lourdes et plus graves que celle-ci aujourd'hui. Cette une nous fait un peu sourire. Vous savez, le cas Atangandi est assez particulier. On aurait même pu lui confier le titre de porte-parole du gouvernement parce qu'il s'est manier la dialectique administrative et la dialectique qui est un tout petit peu de la commune renommée. Parlant des proverbes qui ont été évoqués par le journal Le Jour, non, je crois que en alliant l'administration et ses proverbes, il reste tout de même ferme sur le contenu qu'il veut donner au message qu'il veut transmettre à ceux à qui il veut transmettre ce message. Et on l'a vu avec son proverbe de si tu t'engages sur la route de Je m'en fous, voilà. Tu vas te retrouver dans ce je savais. Et à la suite de ce proverbe, effectivement, il y a des actions fermes qui ont été prises contre ceux qui voulaient défier la République. Donc, je crois que c'est le style Atangandi. On devrait s'y habituer. Voilà, donc le quotidien Le Jour a on y est habitué. Quelques proverbes, en tout cas, il nous les propose ce matin. Pour ceux qui iront en kiosque, ils auront l'occasion de parcourir et de sourire un peu sans doute à la fin de cette lecture. Alors on va sortir du sujet, voyez-vous, avec un sujet qui concerne le RDPC. C'est notamment le journal Le Messager qui parle de Charles Atangadamanda. Je n'ai pas été châtié par le président national, alors que le chef traditionnel du 3e degré a reçu un blâme. Sa base, lui, manifeste plutôt tout son soutien. On le voit bien avec le Popoli ce matin parlant de sanctions au sein du RDPC, la copie à coquille du président. Vous savez, Niam Popoli nous donne parfois le sourire et nous donne la possibilité de lire à gorge déployée. Bon, mais ce matin, on voit le chef Atangadamanda qui dit que ce n'est pas Paul Biya qui l'a châtié. Bon, s'il veut dire que ce n'est pas Paul Biya, mais plutôt c'est la commission de discipline. Bon, la commission de discipline, il s'abstient de faire un commentaire sur la décision qui a été rendue, mais il refuse le titre que certains journaux ont utilisé en disant que les indisciplinés du RDPC ont été châtiés par le président de la République. C'est pas le président de la République, le parti qui avait les indisciplinés face à lui. C'était une commission composée de plusieurs hiérarques
du RDPC, bon, qui, à tort ou à raison, ont auditionné, ont inculpé un certain nombre de personnes. Il y en a quand même quelques-unes qui s'en sont sorties blanc comme neige. Hein. Bon, il y en a d'autres qui ont eu des blâmes, des avertissements, d'autres qui ont eu des suspensions. Et il y en a eu un seul qui a été viré de la maison. Mais toujours est-il que c'est rare. On n'a pas encore vu ça au Cameroun. On a rarement vu au Cameroun un parti politique qui décide de regarder, de laver son linge sale en commission de discipline et de rendre les décisions publiques. C'est arrivé cette fois-ci. Et des personnes, beaucoup de personnes qui ont été punies ne sont pas les premiers militants venus. D'accord, c'est la dernière prise de parole. Je vois bien qu'on nous rappelle que c'est la fin de l'émission. Alors, Atangana Manda a tort de penser que le président national du RDPC n'est pas informé de la situation, puisque c'est lui qui a mis sur pied cette commission après tous les autres qu'on a observés lors des élections législatives et municipales de 2013. Donc, il est bien informé de ce qui se passe au sein de ce parti. C'est la commission Moussenge qui a fait le travail, bien évidemment, et je crois qu'après cela, ils en feront un rapport au président national du RDPC qui va prendre connaissance du contenu et il remarquera qu'il y a bien un certain Atangana Manda qui a écopé d'une sanction. D'accord, merci. Vous aurez l'occasion de lire ce que la presse propose ce matin. Nous sommes vendredi et je voudrais également vous rappeler qu'il y a un comité qui a été créé pour juger les actions du président du vendredi soir. Merci. Allez, bon week-end à vous et à lundi, 9h20 pour la première de la semaine prochaine. Bon week-end, justement.